Enquête. Christophe Ondelatte. Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un très grand tueur en série qui pour une fois n'est pas un Américain, il s'agit d'un Russe, Alexandre Pichouchkine. En 2006, à Moscou, il a avoué, tenez-vous bien, 61 assassinats. Il a été condamné à la prison à vie pour 48 meurtres, tous commis au même endroit, un grand parc au cœur de Moscou. Pourquoi les a-t-il tués, tous ces gens ? Ne vous attendez pas à une réponse rationnelle, il les a tués parce qu'il était psychopathe. Mais ce qu'il dit, lui, c'est qu'il les a tués pour entrer au panthéon du crime, pour être le plus grand tueur en série russe. Et pourquoi 61 victimes ? Parce que son ambition était de tuer autant de personnes qu'il y a de cases sur un jeu d'échecs. 64. Il n'a pas pu aller au terme de son projet. Pour débriefer cette histoire, tout à l'heure, j'ai invité le grand écrivain russe, ancien diplomate, Vladimir Fedorovski, que je salue. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver avec mon accent. Avec votre accent, vous êtes là pour nous russifier cette histoire, en vérité Vladimir. Vous n'êtes pas un spécialiste de Pichouchkine. Je vous demande juste d'écouter cette histoire et de nous aider tout à l'heure à la restituer dans le contexte moscovite. Voici donc Pichouchkine, le tueur à l'échiquier. C'est une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. À Moscou, il y a un moyen d'échapper aux trépidations de la ville, aux voitures, aux klaxons, aux gaz d'échappement, à la foule. Le parc Bitchievski, que tout le monde appelle Bitsa. Un enchantement, 22 km² de nature en pleine ville. Une vraie forêt, des pelouses, des sentiers balisés, des tables sur lesquelles en général les gens jouent aux échecs. Le paradis. Jusqu'à l'automne 2005. Ça commence le 15 octobre, quand un promeneur découvre le premier cadavre. Une horreur, une barbarie, une folie. Le type a une bouteille de vodka enfoncée dans le crâne. Et la cervelle qui dégouline. Il a été fracassé. Et il n'est que le premier d'une très longue liste. Un mois plus tard, nouveau cadavre, toujours dans le parc Bitsa. Un homme de 63 ans. 2 semaines plus tard, nouvelle victime. Et encore une autre 2 semaines après. Quand l'année 2005 se termine, on compte 7 cadavres, tous ramassés dans le parc Bitsa. Des hommes, uniquement, de tous les âges. Tous fracassés, on leur a enfoncé dans le crâne soit une bouteille, soit un tesson de bouteille, soit un bout de bois. Il faut être un sacré barbare pour faire ça à un bonhomme. Et il faut avoir une sacrée force. C'est solide un crâne. Au début, vous n'allez pas le croire, tous les meurtres du parc Bitsa se ressemblent. On peut imaginer dès maintenant que c'est le même tueur, le même monstre. 7 cadavres en quelques semaines. Eh bien, pour la police de Moscou, ce sont des cas séparés, et donc des enquêtes séparées. Quelle perte de temps! Mais quand ça continue, début 2006, au rythme d'un cadavre tous les 15 jours, toujours des hommes, le crâne explosé, le procureur finit par se rendre à l'évidence. C'est un tueur en série. Et un sacré tordu. Tous les dossiers sont donc rassemblés dans une seule enquête. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces dossiers ? Eh ben, pas grand-chose. Surtout des informations sur les victimes. Mais à part ça, nichevo, rien. Pas la moindre trace d'ADN, pas la moindre empreinte digitale, aucun témoin, jamais. Le vide sidéral. Et pourtant, à chaque découverte de cadavre, le chef de la criminelle donne des consignes très strictes. Sur place, vous me relevez tout ce qui peut appartenir au tueur. Le moindre papier, le moindre mégot, vous relevez tout. Mais c'est ce qu'on a fait la dernière fois, chef. Oui, je sais, mais la dernière fois, on n'a pas relevé une seule empreinte digitale exploitable, et pas non plus d'ADN. Alors cette fois, vous ne négligez rien. On ne sait même pas s'il y a un ou plusieurs tueurs, ou si c'est un homme ou une femme.
Ça pourrait être une femme, puisque les victimes sont toutes des hommes. Un par un, les cadavres sont emmenés chez le vieux médecin légiste de Moscou, le docteur Vorontsov. Et il s'attarde sur le crâne. Il l'examine dans tous les sens. Je ne peux pas trop m'avancer, mais je pense pouvoir dire que le tueur utilise un marteau. Oui, un marteau. Pour l'instant, c'est la seule donnée un peu concrète dans ce dossier. Le ou les tueurs fracassent leurs victimes à coups de marteau. Mais pourquoi ? Ça, on n'en a aucune idée. La presse, bien sûr, est au courant maintenant. Elle l'appelle le tueur de Bitsa. Et c'est peu dire que les habitués du parc sont gagnés par la psychose. Alors pour tenter de rassurer les moscovites, les autorités ont assigné 200 policiers à la surveillance du parc, qui tous les jours contrôlent des dizaines de personnes. Tenez cette femme là-bas, qui s'enfonce dans la zone boisée du parc. Elle est louche, non ? Madame, où allez-vous comme ça ? La voilà qui se met à courir. Les policiers se lancent à sa poursuite, ils la rattrapent, et à ce moment-là, la dame perd sa perruque. C'est un homme. Est-ce que ça ne serait pas notre homme ? Veuillez nous présenter vos papiers, monsieur. Le travesti se met alors à fouiller dans son sac à main. Et qu'est-ce qu'il y a dans son sac à main ? Un marteau. Qu'est-ce que ça fait dans votre sac ? Ça n'est pas ce que vous croyez, messieurs les policiers. Je ne l'utilise que pour me défendre. C'est risqué d'être travesti ici, vous le savez. L'oiseau est tout de même emmené au poste de police. On vérifie son emploi du temps. Ces derniers mois, il a des alibis pour la plupart des assassinats. Il est donc relâché. L'enquête qui patine, évidemment, laisse libre cours aux rumeurs les plus folles. Tu vois, le bâtiment qui est au nord du parc, c'est un hôpital psychiatrique. Eh bien, quelqu'un m'a dit que c'est un fou qui s'est échappé et qui a fait tous ses morts. Ah bon ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il s'est pas échappé. C'est un fou à qui on donne des autorisations de sortie et qui assassine le premier qui croise. Pure spéculation. Une semaine à peu près après l'arrestation du travesti, on découvre un nouveau cadavre. Même mise en scène, le crâne fracassé, un morceau de bois enfoncé dans la cervelle. À ce détail près que la victime, cette fois, est une femme, une employée de supermarché. Tous les rituels des crimes précédents sont là, mais pour la première fois, c'est une femme. Ça fait 12 victimes. Et la victime suivante, en avril, c'est aussi une femme, de même que la victime découverte mi-juin. Et ça, c'est absolument incompréhensible. Voilà un type qui tue des hommes, et rien que des hommes pendant 6 mois, et qui maintenant tue uniquement des femmes. Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Mais dans la poche de la dernière victime, Marina Moskaliova, une mère célibataire, on trouve un ticket de métro. Et c'est enfin une piste. Les policiers entament le visionnage des caméras de vidéosurveillance du métro, en se disant que peut-être le tueur a suivi sa victime en amont, dans le métro, avant qu'elle n'entre dans le parc. C'est long, c'est fastidieux. Alors en attendant, ils vont interroger le fils de la victime, un petit garçon prénommé Sergueï. Sergueï, tu peux me dire ce que ta maman avait l'intention de faire quand elle est partie de chez vous ? Oui, monsieur, mais moi j'étais pas là quand elle est partie de la maison. Mais elle m'avait laissé un mot sur la table, pour me dire qu'elle allait se promener avec un petit copain qu'elle appelait Sacha. Les policiers vont chez elle et ils trouvent le mot en question sur la table de la cuisine. Sergueï, je pars me promener au parc Bitsa avec Sacha. Mon téléphone ne fonctionne pas, mais tu peux appeler Sacha à ce numéro. À tout à l'heure. Intéressant, parce que non seulement on a le prénom de cet homme qui est allé au parc avec elle, mais en plus on a son numéro de téléphone.
Petite recherche dans les fichiers des opérateurs de téléphone, le type s'appelle Alexandre Pichouchkine. Il est manutentionnaire dans un supermarché. Il habiterait à Moscou chez sa mère. Eh bien, on va le chercher. Maintenant. Depuis le temps qu'on cherche une piste dans cette affaire terrifiante, on y va tout de suite. À 22h30 le soir même, les policiers vont interpeller Pichouchkine chez lui, enfin chez sa mère. Il n'oppose aucune résistance. Et il répond à toutes les questions qu'on lui pose sur la disparition de sa copine Marina. Je suis pas allé au parc avec elle. Ah, ça c'est pas vrai. J'ai rien à voir avec tout ça. Ah bon ? Je vous ai raconté tout à l'heure que les policiers s'étaient lancés dans le visionnage de toutes les bandes vidéo du métro. Eh bien, ils viennent de trouver des images de Marina à la station Rakhovskaya. On la reconnaît parfaitement sur le quai, dans son manteau bleu clair, celui qu'elle portait quand elle a été tuée dans le parc. Et qui est à côté ? Alexandre Pichouchkine. Il ment donc quand il dit qu'il n'est pas allé au parc. Il ment. Et quand on visionne toute la bande, on les voit côte à côte dans la rame, on voit d'autres images dans lesquelles ils descendent côte à côte de la rame, et on les voit sortir de la station ensemble. Alors, monsieur Pichouchkine, vous êtes certain que vous n'êtes pas allé au parc avec votre copine Marina ? Absolument certain ? Monsieur Pichouchkine, pourquoi ne voulez-vous pas reconnaître que vous êtes allé au parc ce jour-là ? On vous a vu descendre avec Madame Moskaliova, du métro, et moins d'une heure après, elle est morte. Alors que s'est-il passé ? Racontez-nous. Silence. Monsieur Pichouchkine, êtes-vous allé au parc avec Madame Moskaliova ? Oui, nous nous sommes retrouvés pour faire un pique-nique à Bitsa. Et c'est moi qui l'ai tuée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu envie de la tuer, alors je l'ai tuée. Et je l'ai fait parce que, si je ne le faisais pas, ma vie allait devenir un enfer. Des aveux. Incroyable. Le type se couche d'un coup. Même si ses explications sont étranges. Alors accrochez-vous bien. Parce que maintenant qu'il a commencé à vider son sac, il ne va plus s'arrêter. Le maniaque de Bitsa, comme vous l'appelez, c'est moi. Hallucinant. La policière qui l'interroge ne lui avait pas encore posé de questions sur les autres crimes. Il y va tout seul. Du coup, elle appelle tout de suite ses supérieurs. Allô ? Pichouchkine, le suspect du dernier crime. Il vient de les avouer tous. Tous d'un coup. Ah non, j'ai rien eu à lui demander. Il m'a tout dit tout de suite. Le maniaque de Bitsa, il m'a dit c'est moi. Du coup, la jeune policière est remplacée par un collègue plus expérimenté qui lui colle un par un le nom de ses 14 victimes sous le nez. Et à chaque fois, il dit « Oui. Il assume les 14 meurtres. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin. Là où vous vous trompez, c'est que j'ai pas seulement tué 14 personnes, j'en ai tué 61. Mais comme vous ne faites pas bien votre travail, les autres, vous les avez pas trouvés. « 61 ! Ce Pichouchkine serait donc le plus grand tueur en série de l'histoire de Russie. Parce que 61, c'est 9 de plus qu'Andrei Tchikatilo, condamné en 1992 pour 52 meurtres. Et vous avez remarqué, il se vante, il se moque de la police. Vous ne faites pas bien votre travail. Il faut que vous me donniez plus de détails, monsieur Pichouchkine. Il faut nous dire où, nous dire qui, nous dire comment vous avez tué ces 61 personnes, puisque c'est le chiffre que vous nous donnez. C'est simple, hein. Sur les 61 meurtres, j'en ai commis 60 dans le parc de Bitsa. Pendant 14 ans. J'ai fait absolument ce que je voulais, absolument tout. J'étais presque comme un dieu. Et pourquoi avez-vous tué autant de personnes ? Vous savez, sur un échiquier, il y a 64 cases. Eh bien, je voulais atteindre ce nombre de 64. Commettre autant de meurtres qu'il y a de cases sur l'échiquier. J'y étais presque parvenu. Les policiers, je dois vous le dire, à ce moment-là, sont un peu sceptiques. Parce que 61 moins 14, il leur manquerait 47 cadavres. 47 morts qui seraient passés inaperçus.
c'est pas possible. Eh bien si, parce que l'autre en face, il se souvient de tous les meurtres, un par un. Les noms, les dates, les lieux, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, quel objet il lui a fiché dans le crâne, et manifestement, il a envie de raconter. Ça le fait bicher, Pichouchkine. Dans la foulée, les policiers de la criminelle vont fouiller son appartement, celui dans lequel il vit avec sa maman. Dans un dossier, ils retrouvent tout un tas de coupures de presse sur le maniaque du parc Bitsa. Ils trouvent surtout un marteau avec un manche en plastique jaune. Ils l'examinent, au premier coup d'œil, pas de traces de sang. C'est la police scientifique qui devra dire si c'est l'arme du crime. Mais l'objet le plus intéressant, saisi au cours de cette perquisition, c'est le jeu d'échecs de Pichouchkine, que les policiers retrouvent planqué dans un placard. Pour chaque meurtre, il a inscrit un chiffre dans l'une des cases, de 1 à 61. Il ne reste que 3 cases de vide. Il dit donc vrai quand il raconte que son ambition, c'était de cocher toutes les cases de son échiquier. Quand elle apprendra ça dans quelques heures, la presse trouvera un nouveau petit nom à Pichouchkine. Il deviendra le tueur à l'échiquier. Bon, et maintenant, il faut donc dresser la liste des 47 victimes dont la police ignorait l'existence, et si possible, retrouver leurs cadavres. Le directeur d'enquête a choisi stratégiquement une jeune policière, Valeria Chouchkova, blonde, ravissante, pour interroger Pichouchkine là-dessus. Mais en vérité, ça n'est pas nécessaire. Ce genre de type adore raconter ses exploits. Il se souvient en général de tous les détails, et Pichouchkine ne va pas déroger à la règle. Il a une mémoire phénoménale. Et Alexandre Pichouchkine est donc interrogé par la ravissante Valeria Chouchkova, choisie par sa hiérarchie pour lui tirer les vers du nez. Ce qui n'est pas vraiment nécessaire d'ailleurs, puisqu'il parle sans difficulté de ses crimes en détail. Et de lui aussi, du pourquoi et du comment il a tué tous ces gens. Vous savez, j'avais l'impression d'être le père de toutes ces personnes. Je leur ouvrais la porte vers un autre monde. Le premier meurtre, c'est un peu comme le premier amour. On ne l'oublie jamais. Vous êtes très proche de la personne. C'est agréable de la tuer. Ça procure beaucoup d'émotions. Et puis il livre un par un le nom de ses victimes, pour la plupart non identifiées jusqu'ici par la police. Par exemple, Vladimir Fomin. Les policiers fouillent leurs fichiers. Aucune trace. Le type a été assassiné, il n'est même pas porté disparu. Les policiers retrouvent son père. Mon fils, Vladimir, il a disparu depuis 2003. Il est sorti chercher des cigarettes, il n'est jamais rentré. Il est vivant? Vous l'avez retrouvé? Ah non, monsieur. Malheureusement, plusieurs raisons nous laissent penser qu'il a été tué. Depuis 3 ans déjà. Et c'est comme ça pour chaque nom que livre Pichouchkine. Et là, on va s'apercevoir d'une énormité. Certains de ces cadavres ont été retrouvés à l'époque. Mais pour 10 d'entre eux, on a déjà arrêté et condamné un assassin. Et oui, ça se passait comme ça à Moscou dans ces années-là. Quand une enquête était trop longue, qu'elle ne débouchait sur rien, on trouvait quelqu'un pour porter le chapeau. Un brave type à qui on collait le meurtre, c'était bon pour la statistique. La police veille sur vous. Dormez en paix. Et puis il y a le cas particulier de la 61e victime. Dites-moi, monsieur Pichouchkine, cet homme de 40 ans dont vous nous avez dit qu'il s'appelait Slavin, je crois, nous l'avons identifié. Mais il s'est suicidé en se défenestrant. Ah, mais oui, Slavin, c'était un sans-abri. Lui, c'est le seul que j'ai tué en dehors du parc. Je l'ai amené sur son balcon, je l'ai mis au-dessus du vide et puis j'ai passé ses jambes par-dessus le balcon. Il s'est fracassé en bas de l'immeuble. Je savais bien que tout le monde croirait à un suicide. En vérité, Pichouchkine a longtemps sélectionné ses victimes parmi les gens seuls, isolés. Du coup, personne ne s'est vraiment intéressé à leur disparition ou aux conditions de leur mort. Il voulait avoir du temps devant lui pour parvenir à cocher les 64 cases de son échiquier. Pour chaque victime, on procède à une reconstitution au parc Bitsa.
Et à chaque fois, tout est filmé en vue du procès. En Russie, les reconstitutions ont valeur de preuve. Mettez-vous sur le mannequin, là. Comment l'avez-vous frappé? J'étais debout ici. Là, j'ai sorti le marteau, j'ai couru vers lui, je l'ai frappé et il a hurlé. Comment est-il tombé? Sur le dos? Ah non, sur le côté. Et ensuite? Ensuite, je l'ai frappé plusieurs fois au crâne, pour lui briser. Et puis j'ai planté la bouteille de vodka. Au début, je voulais mettre un bâton, mais ça rentrait pas. Alors j'ai mis la bouteille. Et à chaque fois, il raconte avec les yeux qui brillent, trop content qu'on lui pose toutes ces questions, trop heureux d'être au centre du jeu. Mais pour l'instant, on n'a pas retrouvé le quart des cadavres des gens qu'il dit avoir tués. Cet ouvrier, par exemple, il dit qu'il a abandonné son corps sur place. Mais où? Pichouchkine désigne un chemin dans la forêt. Les policiers le suivent. Il va précisément au pied d'un arbre. Un arbre qu'il retrouve tout de suite. Et il dit « C'est là !» On gratte au pied de l'arbre. Et le corps est là, effectivement. Enfin, ce qu'il en reste. Il a été dévoré par les animaux. On trouve des ossements parfaitement propres tout autour de l'arbre. Pendant des années, les gens sont passés à côté. Personne n'a rien vu. Mais le temps passe et il manque toujours 45 cadavres. Et là, pour la première fois, on voit Pichouchkine qui cale un peu. Il n'est pas capable de dire où ils sont. Il élude. Et pour cause. Les policiers vont découvrir où sont passés ces cadavres grâce au témoignage d'une survivante, une certaine Maria, qui vient dire qu'elle a eu affaire à Pichouchkine en février 2002, il y a 4 ans, qu'elle est une miraculée. J'étais à la station de métro. Je pleurais. Je venais de rompre avec mon ami. Et ce monsieur est venu me consoler. Il m'a proposé de boire un verre, et puis il m'a emmené dans le parc. Il a voulu me montrer les égouts. Il a ouvert une plaque, il m'a jeté dedans. J'ai été emporté par l'eau. Le courant était très fort, et j'ai passé plus de 20 heures là-dessous, avant de réussir de m'en sortir. C'est un miracle. Marie aurait dû être emportée par le flot des égouts de Moscou. Elle s'en est sortie complètement par hasard. Dites-moi, monsieur Pichouchkine, les corps qu'on ne retrouve pas, vous ne les auriez pas jetés dans les égouts, par hasard? Ah, bravo! Je vous félicite. Les égouts, c'était ma technique au départ. C'est même comme ça que j'ai fait la première fois, quand j'avais 18 ans. 18 ans. Il a commencé à tuer à l'âge de 18 ans. Un de ses camarades de classe, un certain Roldychuk. Le plan de tuer tous ces gens, c'est avec lui, Roldychuk, que je l'avais imaginé au départ. Et puis au moment de passer à l'acte, il a refusé. Il m'a trahi. C'est pour ça qu'il est passé le premier dans la plaque d'égout du parc Bitsa. Et le second? Le second, c'était Mirka. C'était un gamin de 9 ans, un vagabond. Lui aussi, je l'ai jeté dans l'égout, vivant. Il n'a pas dû le rester longtemps. Combien de personnes avez-vous noyé de cette façon? Je dirais 16, plus ou moins. Je peux pas être plus précis. Il serait peut-être temps de le montrer à un psychiatre, ce monsieur Pichouchkine. À un moment donné, bien sûr, on présente Pichouchkine à des experts psychiatres. Ils vont beaucoup aider à comprendre le fonctionnement du personnage. Ils notent d'abord qu'il était très doué pour mettre ses victimes en confiance, pour les appâter. Je leur parlais, simplement. Je leur disais ce qu'elles avaient envie d'entendre. C'était simple, hein. Ils me parlaient de leur peine, et souvent, je leur proposais de m'accompagner dans le parc pour se recueillir avec moi sur la tombe de mon chien. Les psychiatres vont permettre aussi de résoudre un mystère.
Pourquoi est-ce qu'au début, il balançait les cadavres ou les gens vivants dans les égouts et que les derniers temps, il laissait les cadavres sur place? Les psychiatres pensent qu'à un moment donné, il a voulu qu'on parle de lui. Quand il jetait les cadavres dans les égouts, c'était des disparus. Ça ne faisait pas une ligne dans le journal. Alors que quand il a commencé à laisser les corps mutilés par ces bouteilles ou ces bouts de bois qu'il leur enfonçait dans le crâne, on s'est mis à parler de lui, le tueur de Bitsa. À part ça, les psychiatres concluent que Pichouchkine est un pervers qui prenait sans doute un plaisir sadique et sexuel à tuer ses victimes. Un pervers mais pas un fou. Donc il est apte à être jugé. Le procès d'Alexandre Pichouchkine s'ouvre le 13 septembre 2007 à Moscou. Il est jugé pour 49 des 61 meurtres qu'il s'attribue. Dans 12 dossiers, la police n'est pas arrivée à réunir suffisamment de preuves. Il est content d'être la vedette de son procès. Il assume tout, et si besoin, il en rajoute. Avez-vous des regrets, monsieur Pichouchkine? Ah bah oui. Je regrette que vous m'ayez arrêté si tôt. J'avais prévu de tuer une autre femme 2 jours après que vous m'ayez arrêté. Le procès se déroule au rythme de 5 ou 6 dossiers de meurtre par jour. Il les raconte sans négliger de détails. Pourquoi est-ce qu'il a mis une bouteille? Parce que le bâton ne rentrait pas dans le crâne. Une bouteille, ça glisse mieux. On lui demande pourquoi l'échiquier? Pourquoi avoir choisi de cocher toutes les cases d'un échiquier? Il dit qu'il a choisi cette méthode comme marque de fabrique, pour marquer les esprits et pour entrer dans les annales des tueurs en série. Le 29 octobre 2007, le juge Vladimir Roussov prononce la sentence. Au vu de la gravité des crimes commis et du danger représenté par l'accusé, et afin d'établir une justice sociale et d'éviter d'autres crimes, la Cour vous condamne à la prison à perpétuité pour avoir commis des crimes d'une gravité absolument exceptionnelle. Le juge se tourne alors vers Pichouchkine. Vous comprenez votre condamnation? Bah ouais, ça va, je suis pas sourd. Au final, Alexandre Pichouchkine, qui voulait être le plus grand tueur en série de Russie, n'est reconnu coupable que de 48 meurtres, 48 sur les 61 qu'il s'attribue. Il n'est donc pas le plus grand tueur en série de Russie. Ne lui déplaise. Il n'a pas égalé le record d'Andrei Tchikatilo, qui dans les années 80 a tué 52 personnes. Et voilà donc pour cette histoire. Vladimir Fedorovski, pardon. Quelle histoire! Quelle histoire! Et si bien compté! Merci. Vous la connaissiez dans le détail, cette histoire? Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tous les Russes la connaissent dans le détail? Évidemment, évidemment. Les Russes, ils connaissent Tchikatilo très bien et Pichouchkine très, très, très bien. C'est un tueur qui rappelle la férocité des tueurs, mais la férocité de l'histoire russe. Bien sûr, il n'est plus grand tueur de l'histoire russe. Bien sûr, Tchikatilo a tué plus, mais Staline, Lénine, Trotsky, l'histoire est féroce. 25 millions de morts. Vous imaginez bien, d'une manière générale, l'histoire russe est féroce. 26 millions, 27 millions de morts dans la lutte contre les nazis, encore les tueurs en Syrie. Et puis, quand il était là, pourquoi ce choc? Les gens devenaient dingues. Vous savez quelle était l'inflation, par exemple, en 2019, en 99. En 99, oui. Pardon, en 2091 plutôt, prenons l'exemple. Plus 92, c'était 2500% d'inflation. 2500% d'inflation. Il y avait de quoi devenir dingue. Dingo, certes, mais quel pays. Tu sais, dictature, parfois même ces hommes politiques, même ici, quand je les regarde, je me demande, est-ce qu'ils sont d'esprit?
C'est intéressant de ramener les choses à Staline, parce que vous avez raison, 25 millions de morts, au fond, 25 millions c'est lui de morts. le plus grand tueur en série de l'histoire de la Russie. Évidemment, avec Lénine et Trotsky, quand même. Avec Lénine et Trotsky. Le parc Bitsa, un mot sur ce parc Bitsa, parce qu'on ne réalise pas ce qu'est ce lieu, qui est un parc gigantesque. C'est une parc gigantesque. C'est vrai que je me suis promené souvent. Vous savez, on fait du ski là-bas, on se promène. C'est l'endroit Bicot qui est vraiment très agréable. Les gens sont là. Parfois, il y a un peu de bois de Boulogne, des travestis Oui, que donc, vous avez que vous racontez, mais c'est secondaire. Cela dit, c'est vraiment l'endroit charmant, mais maintenant, c'est quand même un peu lié avec ces histoires morbides, les Pichouchkines. Le symbole de l'échiquier. L'échiquier appartient à la culture russe. Les échecs appartiennent à la culture russe. Il s'est accroché à ça. Il s'est accroché depuis son enfance. C'était un très bon joueur de l'échiquier. On dit souvent que, je ne voudrais pas les comparer, mais Poutine, c'est un grand joueur d'échecs avec, vous savez, avec la géopolitique. C'est vrai que c'est une grande tradition et il voulait entrer dans l'histoire. Je vais vous dire, ce qui me frappe dans ses explications, ce côté mégalo. Oui. Il cherchait la gloire. Mais Staline, qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait aussi entrer dans l'histoire. Et oui, il envoûtait les gens. Pichouchkine. Mais Staline envoûtait ces idiots utiles qui venaient le voir. Tout ça, ça nous fait réfléchir sur la férocité, sur la fureur de l'histoire. Et aussi, ça nous fait promener dans l'espace, dans cet endroit, somme toute charmante. Vous diriez d'ailleurs que Staline était un psychopathe, Vladimir Fedorovski? Évidemment, ils sont tous à leur manière, vous comprenez, pour tuer 25 millions. Vous savez, ils ont envoyé les nouveaux-nés pour ne pas séparer de leurs enfants dans le goulag. Oui. 40 degrés de froid avec les nouveaux-nés, les gens tués. Et il y a, je vous dis, la recherche de reconnaissance. Ou comment il dit, je suis le père de mes victimes. Oui. Et comment s'appelait Staline? Le petit père des peuples. des peuples. Tout ça, ça nous fait le parallèle qui nous fait tressaillir. Vladimir, je vais vous soumettre une question qui pour moi est un mystère. Les grands tueurs à série de cet acabit, il n'y en a qu'aux États-Unis et là en Russie. Vous pouvez prendre l'histoire de France, il n'y a jamais eu, dans l'histoire récente en tout cas, de tueurs de ce niveau-là en France et en Europe. Est-ce que vous auriez une explication? Je voudrais quand même relativiser les choses. Les dangos existent aussi en France. Oui. Mais quand même, vous avez raison. 61 meurtres, c'est jamais arrivé en France. Oui, bien sûr. Mais vous avez raison de dire, voilà, que les Russes et les États-Unis, il y a quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Il y a la fureur et la férocité de l'histoire. Ma fille habite aux États-Unis, je viens souvent aux États-Unis, et il y a une sorte de pression aux États-Unis qui n'existe en France. C'est la pression terrible de vie, de survie. Regardez combien ils ont de vacances. Les Français sont, vous savez, ils sont passionnés de vacances. C'est parfois le but de leur vie, soyons très clairs. Mais aux États-Unis, 14 jours, c'est tout. Oui. La pression, la vie, survie, la fureur de l'histoire, les gens deviennent dingues. Et en Russie, évidemment, la vie, Toge. la fureur, toge, comme vous dites si bien, parce que vous parlez si bien russe. Je voudrais vous dire, vous savez, la fureur de l'histoire. 2500% d'inflation en 1991, 92. Qui peut survivre à ça? Vous imaginez un Français à 2500% d'inflation? Il devient dingue. L'argent qu'on a sur son compte ne vaut plus rien. Vous imaginez 1 million? Mais la férocité de ces purges, de ces gens qui ont été tués, comme on a dit, Staline, le meilleur tueur. Je pensais à la psychiatrie. Psychiatrie, c'est pas seulement... Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, l'une des explications, c'est la défaillance du système psychiatrique, qui est essentiellement privé. Si on n'a pas d'assurance sociale et si on n'est pas bien sur le plan psychique, on peut pas se faire soigner. Comment est la psychiatrie en Russie? Non, c'est pas seulement l'explication. L'explication, c'est vrai qu'il y a des failles du système psychiatrique, mais je pense que c'est pas ça qui est la vraie raison de ça, historiquement parlant. Il y a cette fureur, ce chape de plomb qui tombe sur vous, qui vous écrase et qui vous rend dingue. Et ça, c'est un renforcement. Il y a ce côté mégalo dans les deux pays.
il y a les gens qui désirent entrer dans l'histoire. En France, ça existe. Les gens veulent se comparer avec Napoléon, vous savez, ça. Nous ne sommes pas un peuple modeste non plus. Non plus. J'adore, vous savez, le francophile que je suis. Mais quand même, entrer dans l'histoire, quelle est la logique de ces gens-là, Trotsky et de Lénine? Entrer dans l'histoire, changer le cours de l'histoire. Et c'est exactement la logique de notre tueur à gages en Syrie, de Chikatilo. Entrer, être le meilleur, changer de l'histoire, être père de ses victimes. Tous ces gens-là, ça rajoute. Mais ça me fait toujours vraiment réfléchir. Il y a ces parallèles que vous avez si bien notés. C'est étrange. On ne peut pas expliquer ça seulement par les failles psychiatriques. Je vous dis, la pression dans la société est telle qu'elle est beaucoup plus grande. Vous savez, la douceur de vie en France quand même existe malgré tout. Tandis que là, c'est la pression terrible. Rajoutez à cela la dictature sans précédent, vous savez, qui existait au XXe siècle. Tout ça, ça nous donne des Tchikatilo, les tueurs à gages. Vous avez un choix entre Alexandre Petchouchkine et Staline lui-même. La police criminelle est gravement défaillante dans ce dossier, parce que quand on se met à chercher les cadavres dont Pichouchkine dit être le tueur, on s'aperçoit que certains de ces cadavres ont déjà été retrouvés. On a déjà condamné des gens pour leur assassinat. Ça ressemble à une justice très arbitraire. C'est la faille de la justice, c'est le désir, vous savez, de gommer les statistiques. Ça, pour une fois, je tiens à vous dire que gommer les statistiques, c'est une des caractéristiques maintenant de la justice, même au XXIe siècle. En Russie, pas seulement. Hélas, pas seulement, je vous assure. Allez enregistrer les plaintes, ici ou ailleurs, ce n'est pas si facile que ça. Mais cela dit, vous avez raison, les failles sont absolument évidentes. Et puis, l'inventivité de personnage. Il faut dire qu'il était hyper habile quand il jetait ces gens. Il a bien calculé ses coups. Et ce qui me frappe dans cette histoire, vous avez si bien raconté, vous avez senti, il savait envoûter les personnages tel un Raspoutine ou Raskolnikov de XXIe siècle. Merci, Очень спасибо, Vladimir Fedorovski. Je rappelle que votre livre Au cœur du Kremlin, les tsars rouges, des tsars rouges à Poutine. Explosif, s'il vous plaît. Tout ce que j'ai jamais dit, bourré des anecdotes et des informations inédites. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.